Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 3 de La Parole État et je suis très heureux et très honoré d'accueillir sur le plateau de La Parole État Madame Séverine Moina. Madame Séverine Moina, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du Conseil national professionnel des manipulateurs d'électroradiologie médicale et il nous a semblé que, alors qu'on est encore dans cette crise Covid qui a vraiment mis en lumière le rôle absolument central des manipulateurs d'électroradiologie médicale aux côtés des équipes radiologiques engagées dans la crise. Je crois que c'est important qu'on fasse le point sur la démographie, les carrières, la formation des manipulateurs qui jouent un rôle essentiel à nos côtés. On va peut-être commencer d'emblée par justement une question qui est très importante, alors même qu'on a un besoin croissant d'équipements, et notamment d'équipements lourds en France, qu'il y a des autorisations nouvelles qui sont en train d'être attribuées pour les 2 années à venir. Peut-être faire un point sur la démographie des manipulateurs. Où en est-on aujourd'hui en France sur cette démographie ? Alors c'est vrai que depuis 2018, on connaît une crise importante qui touche tout le territoire national, alors avec des variabilités bien évidemment, selon les régions et puis selon les disciplines aussi, les surspécialités. On sait que la radiothérapie et la réminographie sont très impactées. Il y a, fin 2018, on estimait, alors pour l'Île-de-France, 400 postes vacants. Aujourd'hui, on en est à 700. La situation est donc très préoccupante. C'est certainement pour cela que le ministre de la Santé a missionné l'IGAS l'année dernière pour explorer cette problématique, avec pour conclusion quand même le fait qu'on avait du mal à se dénombrer, à se compter, à savoir vraiment quels étaient les besoins et justement à mettre en adéquation les nouvelles autorisations avec le nombre de professionnels formés. Sur la formation initiale, les recommandations ont été qu'il fallait augmenter d'au moins 10% les quotas d'entrée dans les écoles. Et c'est ce qui a été fait dès cette rentrée. D'ailleurs, je salue vraiment le comité d'harmonisation des centres de formation et tous les instituts et les écoles qui ont fait un effort tout particulier pour augmenter de près de 10% les effectifs, avec 1700 étudiants qui sont rentrés cette année en première année. Bien souvent à moyen constant. Donc c'est quelque chose qui est à saluer. Ce qui impacte aussi certainement un petit peu la démographie, c'est la possibilité du fait que les manipulateurs en formation initiale obtiennent un grade de licence, la possibilité qu'ils ont de continuer les études, et ils sont 7 à 8% à faire ce choix de continuer les études. Et alors justement, est-ce que le profil des manipulateurs en formation, des jeunes en formation, moi qui coordonne au niveau universitaire l'Institut de formation ici à Paris, j'ai vu aussi des modifications dans l'appétence des jeunes. Est-ce qu'il y a une attractivité justement de cette évolution de formation qui leur plaît, qui les séduit, qui les encourage à entrer dans ces formations ? Alors, effectivement, la difficulté première, c'est de garder les entrants en première année, de les accompagner jusqu'à la diplomation en troisième année. On a une perte de près de 30% entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et donc, il y a certainement, et d'ailleurs l'IGAS l'a dit, il y a certainement un problème d'attractivité et de connaissance du métier. Le profil des jeunes jusqu'alors, c'est quand même beaucoup de jeunes bacheliers qui sont parfois surpris par l'exigence et le niveau d'études, notamment en sciences dures et en sciences physiques qui est attendu. Mais de plus en plus, on voit des promotions professionnelles, d'autres professionnels de santé qui intègrent les instituts de formation. Et puis, on voit aussi des genres de passerelles où on intègre de plus en plus d'autres étudiants qui étaient dans un parcours, une licence de santé ou des premières années de médecine, qui arrivent sur ces formations-là. Il est vrai que la possibilité d'évoluer est un atout majeur qu'il faut prendre en compte et donc il faut la mettre en visibilité. Alors c'est vrai qu'il y a eu des passerelles qui ont été faites notamment entre des licences santé et des écoles d'infirmières. Sans doute qu'il faudra aussi le faire pour les manipulateurs parce que c'est un métier absolument formidable, à la fois technologique, dans le numérique, demain l'intelligence artificielle, donc beaucoup d'évolutions. Et en parallèle, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la formation en fait. L'universitarisation, des protocoles de coopération, peut-être demain des pratiques avancées. Alors on est peut-être un peu perdu dans toute cette offre de formation.
Est-ce qu'on peut faire le point déjà sur l'universitarisation? Qu'est-ce que ça apporte? Où est-ce qu'on en est? Alors effectivement, l'universitarisation, ça offre vraiment les perspectives d'évolution pour les manipulateurs. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même le grade licence qui permet d'intégrer certains masters aujourd'hui. Et puis, il y a les diplômes universitaires qui existent maintenant de plusieurs années et qui ont permis de mettre en place, qui sont rentrés dans le cadre des protocoles de coopération. Il y a à l'heure actuelle offert aux manipulateurs 3 types de protocoles de coopération. Les plus connus étant l'échographie d'acquisition et la radiologie interventionnelle, la pose de PICC line. Et il est vrai que les manipulateurs qui aujourd'hui sont entrés dans ces protocoles-là, pour la plupart, en tout cas en échographie, tous ont un DU d'échographie. Le protocole de coopération, c'est le seul outil, j'allais dire, qui permet aux manipulateurs d'exercer des tâches qui ne sont pas dans notre décret professionnel par délégation d'un médecin. En plus, le protocole de coopération est valorisé puisque depuis septembre 2019, les manipulateurs qui sont entrés dans ce protocole, en tout cas dans la fonction publique hospitalière, touchent 100 € brut par mois. Voilà. Le DU en lui-même, seul, ne suffit pas, n'est pas valorisé. Mais en tout cas, ça permet d'entrer dans ces protocoles de coopération. Et alors, du coup, avec le lien évidemment avec la démographie, parce que si on veut qu'effectivement il y ait des tâches supplémentaires qui soient faites au bénéfice des patients, il faut aussi qu'il y ait effectivement plus de manipulateurs. Donc ça fait écho à ce que vous disiez sur un besoin vraiment important de former des manipulateurs. On a vu les protocoles de coopération, donc un cadre assez strict, organisé, bien défini, avec des expériences régionales qui ensuite se propagent sur le territoire. Et où est-ce qu'on en est des pratiques avancées? On les voit émerger pour les infirmiers. Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'engage sur les pratiques avancées des manipulateurs et dans quel domaine? Alors, sur les pratiques avancées, on est sur quelque chose où le professionnel est vraiment responsable des actes qu'il délivre dans le cadre des pratiques avancées. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment de la délégation, mais aussi dans la responsabilité de ce qui est fait. À l'heure actuelle, les pratiques avancées des manipulateurs n'existent pas. Tout est à créer. Évidemment, il y a une réflexion puisque la loi dit bien les pratiques avancées sont ouvertes aux auxiliaires paramédicaux. Et donc, à ce jour, même s'il n'y a que les infirmières qui ont réussi à mener le projet jusqu'au bout avec 5 mentions différentes, les manipulateurs, il y a vraiment des choses à faire pour répondre à des besoins de santé publique. Aujourd'hui, les pratiques avancées, ce qui se dessine, c'est que c'est un cursus en 2 ans, un Master 2, avec des apprentissages et une formation complémentaire pour que justement le manipulateur puisse être en capacité de réaliser les actes déterminés dans un protocole d'organisation bien défini. Donc ça, c'est vrai que ce sera quelque chose à construire ensemble sans doute, mais cohérent avec le parcours d'universitarisation, grade licence, master, et puis apport vers des pratiques avancées. Alors évidemment, moi, en tant que vice-président de la SFA chargé de la recherche, il y a une question, c'est est-ce que la recherche ne pourrait pas être pour les manipulateurs finalement une pratique avancée? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites sur la recherche? Est-ce que des manipulateurs s'engagent comme ça un peu plus dans ces voies de recherche qui sont essentielles pour les patients aujourd'hui et demain? Alors, il est vrai que la recherche paramédicale des manipulateurs est finalement pas très développée encore en France. On n'a que 5 PHRIP sur le territoire national. En revanche, les manipulateurs participent à la recherche médicale, et ça depuis longue date. Je pense que cette culture de recherche, elle reste encore à développer, à expérimenter. C'est vrai qu'un jeune manipulateur ou même un jeune étudiant qui rentre dans la filière manipulateur, il n'a pas forcément dans l'idée qu'après il va faire de la recherche. Donc il faut peut-être aussi mettre plus en visibilité les possibilités et les postes liés à ces travaux de recherche. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a un DU de manipulateurs en recherche clinique qui va peut-être changer le paradigme et justement former, donner envie à des manipulateurs de s'engager et d'évoluer dans cette voie.
En tout cas, il faut vraiment qu'on donne des perspectives d'évolution, voilà, parce que aujourd'hui, il manque vraiment aux manipulateurs la possibilité d'évoluer dans le soin radiologique, oncologique, nucléaire. Et pour évoluer, le manip aujourd'hui est obligé de changer de métier. Donc beaucoup d'évolutions, beaucoup de perspectives, des voies de recherche. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant et un message très fort pour les jeunes qui vont rentrer dans Parcoursup très bientôt, parce que ça va commencer là, et de leur dire sans doute que c'est une formation paramédicale, en 3 ans, peut-être demain avec des perspectives d'évolution en 5 ans, qui est parfaitement enthousiasmante. Écoutez, Madame Moina, merci d'être venue sur le plateau pour La Parole État, et puis on continue le visionnage des autres séquences de ce 3e numéro des JFR 365. Merci encore. Merci.